Les critiques d'Hugues Deillet avec La Vérité, un grand rôle pour Catherine Deneuve. Victime d'un accident de santé sur le tournage du nouveau film d'Emmanuel Berco cet automne, Catherine Deneuve se repose et reste en ce moment à l'écart des médias. Mais en septembre dernier, elle était la reine de la Mostra de Venise grâce au nouveau film du cinéaste japonais Hirokazu Koreda, La Vérité. Dans ce film, que Koreda a adapté lui-même d'une pièce de théâtre de son cru, Catherine Deneuve incarne Fabienne, une immense star de cinéma, qui s'apprête à publier ses mémoires. C'est à ce moment que sa fille Lumière, Juliette Binoche, installée à New York avec son mari comédien, Ethan Hawke, revient lui rendre visite à Paris. Les retrouvailles entre Fabienne et Lumière sont très tendues. La mère, monstre de narcissisme, n'a jamais prêté qu'une attention distraite à sa fille. Ce duel mère-fille à fleurets mouchetés évoque un peu Sonate d'automne d'Ingmar Bergman, mais la tonalité d'écriture de Koreda est plus légère que celle du grand maître suédois. À 76 ans, Deneuve fait preuve d'un formidable aplomb pour incarner Fabienne, diva pleine de mauvaise foi, qui se réfugie en permanence dans la fiction pour oublier tous les manquements dont elle a pu faire preuve dans la vie de tous les jours. Comme Koreda ne parle que le japonais et que la totalité du tournage a dû se dérouler avec l'aide de traducteurs, il n'y a pas de bavardage inutile dans La Vérité. Les dialogues sont ciselés, précis, et Deneuve et Binoche les jouent avec une grande justesse, donnant une vraie épaisseur à leurs personnages. Cette comédie intimiste n'est sans doute pas le film le plus ambitieux du cinéaste lauréat de la Palme d'Or en 2018, mais c'est néanmoins une jolie réussite. Rob Bilott, Mark Ruffalo, travaille à Cincinnati au sein d'un bureau d'avocats qui défend les intérêts de grandes entreprises chimiques. Un matin, un fermier de Virginie déboule dans son bureau, ayant obtenu ses coordonnées par la grand-mère de Rob. L'avocat, de mauvaise grâce, accepte d'écouter les doléances de cet homme désespéré, qui a vu son troupeau de vaches décimé en quelques mois, à cause de l'eau polluée de la rivière voisine, une pollution qui a une cause, les déchets toxiques de l'usine Dupont, véritable institution dans la région. Or, le groupe Dupont fait partie des clients du bureau de Bilott. Qu'à cela ne tienne, Rob va se lancer corps et âme dans une longue enquête pour déterminer la part de responsabilité de ce géant américain dans une pollution à vaste échelle. Le cinéma américain a toujours adoré raconter le combat de David contre Goliath. Pour mettre en scène Darkwater, l'acteur /producteur Mark Ruffalo est allé chercher Todd Haynes. On n'attendait pas forcément le réalisateur de Carole dans ce genre de cinéma, mais Haynes avoue adorer les films politiques d'Alan Pakula, Les Hommes du Président, des années 70. Pour Darkwater, il semble avoir mis ses habituelles recherches esthétiques au vestiaire pour se mettre entièrement au service de ce sujet fort et, bien sûr, tiré d'une histoire vraie. Le film reste assez prévisible dans sa structure dramatique, montrant l'isolement de plus en plus grand d'un homme enfermé dans un combat obsessionnel, mais la réalité qu'il dénonce donne froid dans le dos et, dans le contexte actuel, fait terriblement réfléchir. Tony, Michael Youn et Willy, Alban Ivanov, deux vieux copains, sont ce qu'il est convenu d'appeler des tocards. Pour tenter de se faire du fric rapidement, le duo a un plan, subtiliser un chien de la brigade des Stu et, grâce à lui, repérer les planques truffées de cam. Ils espèrent mettre Caroline, une flic ripou, Florence Foresti, dans la combine, comme il fallait s'y attendre, entre leur rêve et la réalité, il y aura un gouffre. Le réalisateur bruxellois autodidacte Olivier Van Hoofstad avait fait une entrée fracassante dans le cinéma français en 2006 avec Dick Neck, comédie devenue culte auprès de toute une génération. Le monologue de François Damien dans les abattoirs d'Anderlecht est devenu une scène d'anthologie. Après un polar, Go Fast, passé inaperçu, il tente un comeback avec Lucky. On y retrouve à peu près les mêmes ingrédients que dans Dick Neck, une intrigue prétexte à une galerie de personnages pittoresques, campés par quelques gueules du cinéma français. Outre le trio précité, on retrouve Daniel Prévost, François Berléand, Corinne Maziero, mais la magie ne prend guère, la fraîcheur de son premier long métrage a disparu, et Lucky ne décolle jamais. Certes, il reste quelques séquences réussies et quelques gags qui font mouche, mais ils sont noyés dans un scénario brouillon et des dialogues très inégaux. Et Florence Foresti, reine du stand-up en France, ne trouve décidément pas ses marques au cinéma. Bref, Lucky ressemble à un pétard mouillé. Adrien, Vincent Lacoste, est un adolescent, il a beau approcher de la trentaine, il semble flotter dans l'existence comme un gosse indécis. Il a connu le succès comme enfant acteur, et cherche à retrouver du travail au cinéma après un long passage à vide.
Il va peut-être incarner le général de Gaulle, dans un film qui retrace la jeunesse du grand homme. En attendant, fauché, Adrien retourne vivre chez ses parents, Emmanuel DeVos, et, surprise, Christophe Lambert dans un contre-emploi, où il assiste à leur séparation. Dans ce marasme, que va faire Adrien de sa vie? En 2009, Vincent Lacoste crevait l'écran dans Les Beaux Gosses de Ria Satouf. Depuis lors, il a cherché à varier les registres, dans les comédies les plus diverses, de Astérix au service de Sa Majesté à Saint-Amour de Kerverne et de Lépine, et, de plus en plus, dans des drames intimistes, Plaire, Aimer et Courir vite de Christophe Honoré, deux fils de Félix Moati. Dans Mes jours de gloire, il semble revenir en arrière et avoir accepté un rôle qu'il a déjà joué maintes fois, celui d'un gars sympathique mais lâche, un peu hâbleur, qui se voile la face. Lacoste joue Adrien, les mains dans les poches, et, pour son premier film, Antoine de Barry parvient à créer des scènes qui semblent très spontanées et très naturelles, parfois spirituelles, mais sans véritable consistance. En réalité, Mes jours de gloire vient s'ajouter à une longue liste de comédies bobo parisiennes rive gauche, qui amusent sur le moment, mais dont le charme s'évapore sitôt la projection terminée. Mickey Pearson, Matthew McConaughey, baron de la drogue à Londres, laisse courir le bruit qu'il pourrait décrocher dans un avenir proche. La rumeur déclenche l'appétit de ses rivaux, qui vont se lancer dans une guerre où tous les coups, y compris les plus tordus, semblent permis, après avoir fait un malheur chez Disney au box-office avec Aladdin, après avoir massacré les mythes de Sherlock Holmes, avec Robert Downey Jr., et du roi Arthur, avec Charlie Hunnam. Le réalisateur anglais Guy Ritchie revient à ses premières amours, la comédie de gangster, qui avait fait son succès avec Snatch et Locke, Stock and Two Smoking Barrels. The Gentleman reprend exactement les mêmes ingrédients. Primo, un casting de stars, souvent utilisé à contre-emploi, comme ici Hugh Grant en maître chanteur vert-tiré, Sequindo, des dialogues caustiques et surabondants, comme chez Tarantino, tertio, de l'action, de préférence violente, originale et sadique. Le problème avec ce genre de recette, c'est que le film se regarde sans déplaisir, mais aussi sans passion. The Gentleman est un exercice de style répétitif, où même les retournements de situation ne surprennent plus, et prouve que Guy Ritchie est un cinéaste habile, certes, mais qui n'a rien à dire. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.